C'est une fuite massive. 22 000 touristes veulent quitter Israël dans un pays qui a déjà perdu 64% de ses visiteurs en un an. Bonjour le peuple, j'espère que vous allez bien. Un grand merci à tous ceux qui ont rejoint la nouvelle chaîne YouTube. On est déjà plus de 4000 et ça fait vraiment plaisir. Continuez à vous abonner et à la partager à vos proches parce que je ne sais pas combien de temps encore va durer cette chaîne. Et c'est là-bas que je vais mettre toutes les nouvelles vidéos. Je vous mets le lien de la chaîne en description et dans le premier commentaire en dessous de cette vidéo. Sachez que je ne m'arrêterai pas pour défendre la vérité et vous informer quoi qu'il arrive. Mais tout seul c'est plus compliqué. À plusieurs on avance plus vite. Alerte, un missile iranien frappe Haïfa en Israël. L'Iran vient de lancer une nouvelle salve de missiles balistiques contre Israël. Une jeune iranienne de Karaj, habitant de Tel Aviv, préparez vos cercueils. Vous avez creusé vos propres tombes de vos propres mains. Le chef d'État chinois Xi Jinping. Le monde peut continuer à avancer sans les États-Unis. Le monde peut vivre sans les États-Unis. Il y a 100 ans, l'Empire britannique dominait le commerce mondial, contrôlant plus de 20% des richesses mondiales. Beaucoup pensaient que son soleil ne se coucherait jamais. Il y a 200 ans, la France était la maîtresse de l'Europe. Ses armées étaient craintes, sa culture enviée. Napoléon se proclamait immortel. Il y a 400 ans, la couronne espagnole régnait de Manille au Mexique. Ses flottes chargées d'argent et de soie. Les rois pensaient que leur gloire durerait éternellement. Chaque empire s'est proclamé indispensable. Mais à la fin, ils ont tous été éclipsés. Le pouvoir s'affaiblit, l'influence se déplace et la légitimité s'éteint dès qu'elle est acceptée plutôt que conquise. Si l'Amérique perd le respect du monde, elle découvrira ce que tous les empires déchus ont appris trop tard. Le monde a évolué. Dans une démonstration sans précédent, Téhéran publie une vidéo montrant une équipe entièrement féminine dirigeant des lancements de missiles depuis les lignes de front. La Russie avertit les États-Unis de ne pas s'impliquer militairement dans le conflit Israël-Iran. Haïfa en Israël. En cas de guerre contre l'Iran, faites-vous démobiliser. Candace Owen lâche Trump et appelle à la désobéissance. Je n'ai plus confiance, a lâché la commentatrice. Dans son dernier épisode, Trump choisit la guerre et attaque Tucker Carlson. J'aurais dit il y a quelques semaines que Trump ne vous ferait jamais ça. Il ne vous aurait jamais juste jeté dans une guerre israélienne. Pensez à ces hommes et à ces femmes qui sont morts parce qu'on leur a raconté qu'ils servaient leur pays, parce qu'il y avait des armes de destruction massive en Irak, en Syrie, en Iran. Et Owens qui a apporté avec ferveur la candidature de Trump, des gens ont donné leur vie et demandez-vous pourquoi. Et la réponse à cette question est pour les élites. Ils sont comme des petits soldats de plomb. Le déshonneur vient de nos politiciens qui nous mentent régulièrement les yeux dans les yeux et sont prêts à nous laisser mourir pour servir leurs intérêts financiers. Flash info, un jeune Israélien cherchant refuge dans un abri antimissile se voit refuser l'accès par un autre Israélien qui lui ordonne de quitter l'immeuble et de rester dehors pendant que la ville est sous le feu de missiles iraniens. תלך למקום אחר, אין לי מקום אחר, אין לי. יש לך. יש שם עוד אנשים, הנה מה? אנחנו לא נכנסים לפה. לא נכנסים לפה. הוא לא נותן להיכנס. אין דבר כזה, אני עובדת את זה. אני צילמתי אותו את הבן זונה, בוא. תן להיכנס, מה זה לא נותן להיכנס? אני נכנסת אותה לא. למה? למה? כי היא צריכה להיכנס. למה היא צריכה להיכנס? זה מקלט שלה, לא שלך. מה היא שונה? מה זה מקלט שלי? תיכנסי. אני יודע, תיכנסי. איזה אדישה, איך שהיא הולכת. לא נכנסים לפה, אדוני. זוז, גדר שלי מהעיניים, אתה לא נכנס. Il veut rentrer de force. זוז, תשים משקה, זוז. תביא את המשטרה. תביא את המשטרה, גם תביא, אתה מדה. הלאה, יש חוק שאני צריך להיכנס. יש חוק 50 בגמר, מה זה שתוק, אתה מדה?
מה הוא לא נותן לי להיכנס, אחי? אתה לא נכנס. Emmanuel Macron qui tweet « Amis européens, vous avez un appel ». Genre le bouton pour décrocher ces sécurités de notre Europe. Blackout des médias en Israël. Un tiers de Tel Aviv a été touché. Israël n'a plus que quelques jours face à l'Iran. Douglas McGregor. C'est la raison pour laquelle Israël a appelé Washington au secours à peine 72 heures après, a expliqué l'ex-conseiller du Pentagone chez George Napolitano. Et McGregor de citer ses sources sur le terrain. Beaucoup d'avions sont évacués vers Chypre afin d'éviter d'être détruits. Le dôme de fer est devenu une passoire géante. Il ne lui reste que quelques jours en termes de missiles antimissiles. Je pense qu'Israël est au bord du gouffre, pour être franc. Défense aérienne entre les maisons, Israël met les civils en danger. Une vidéo montrant des systèmes de défense aérienne israéliens déployés en plein milieu de zones résidentielles est apparue en ligne. Les civils sont ainsi transformés en boucliers humains. Les images de destruction sont ensuite diffusées avec indignation par les médias occidentaux. L'Iran frappe des civils, mais l'identité des personnes qui mettent réellement la population en danger n'est pas précisée. Cela vous rappelle-t-il la tactique de quelqu'un ? Okay. Ils se bombardent eux-mêmes. יא בני זונות, יו, אני בהלם. אני בהלם. אני בהלם. יו, אני בשוק. אני פאקינג בשוק. אני פאקינג בשוק. וואו. Et puis, je suis désolé, sans mauvais jeu de mots, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Vous savez, Israël, ça fait des années qu'il bombarde et qu'il cible, pour le coup, des hôpitaux. Grosse prise de position de la journaliste Rimonta sur LCI. Et délibérément à tuer des civils en Iran? Mais c'est pas pour moi. Ils ont attaqué des pâtés de maisons, des immeubles avec des résidents. Et puis, je suis désolée, sans mauvais jeu de mots, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Vous savez, Israël, ça fait des années qu'il bombarde et qu'il cible, pour le coup, des hôpitaux en disant il y a le Hamas dedans, il y a le Hezbollah dedans. Sauf que le droit international est clair. Donc aujourd'hui, on est dans cette situation où le droit ne peut pas dire ça clair. Il est interdit pour une force armée de se réfugier dans un hôpital. Terminez, Rim. Rim termine et vous réagissez. Rim termine, vous réagissez. Terminez, Rim. Je termine ma phrase. Ce gouvernement israélien, malheureusement, avance beaucoup de choses sans en donner des preuves. C'est comme, on peut revenir sur pourquoi aujourd'hui ils ont attaqué l'Iran, pourquoi ils l'ont attaqué jeudi, pourquoi ils l'ont pas attaqué demain ou dans une semaine. Ils disent que c'est parce que l'Iran était une menace imminente. Et on n'a aucune preuve que c'est le cas. Par contre, on sait qu'il y avait deux grosses initiatives diplomatiques qui voulaient absolument détruire, qu'ils ont fait. La première initiative diplomatique, c'est l'américaine avec les Iraniens. Et la deuxième, c'est la franco-saoudienne sur la reconnaissance de l'État de Palestine. Voilà. Hôpital hors d'une école, évidemment, ça devient une cible militaire légitime. Ça a toujours été comme ça dans toutes les guerres, avant la Seconde Guerre mondiale, après la Seconde Guerre mondiale. J'aimerais que vous me montriez une seule convention internationale qui l'interdit, parce que sinon, ça serait extrêmement. Et ça serait à chaque fois qu'un hôpital a été ciblé. C'est vrai qu'il faut mieux croire le Hamas que de croire Israël, qui est une démocratie. Je ne te permets pas de dire ça. Je ne te permets pas de me dire ça. Je termine simplement. Oui, puis ça là-dessus, c'est vrai. Rim n'est pas un agent du Hamas. Oui, mais simplement ce que je dis, c'est que quand on dit qu'il faut montrer des preuves, Israël a montré des preuves qu'il y avait. Il a montré les tunnels où on voyait quand même un certain nombre d'armes. Un hôpital, il faut arrêter un moment. Il faut voir ce qu'ils sont en train de faire sur aussi les endroits où il y a de soi-disant distribution d'aide humanitaire, comment ils les bombardent. Enfin, je suis désolée. Je protège le droit international. 500 000 morts en Irak, vous pensez que c'était une décision justifiée? Le journaliste Georges Malbruno face au réalisateur Romain Goupil. Toutes les lois internationales font qu'on ne doit pas, si on signe les accords comme a signé l'Iran, enrichir au-delà de 5%. Ils en sont 66%, c'est pas moi qui le dis, c'est l'AIEA. Oui. Écoute, je sais pas ce que tu protèges, Georges. Je ne sais pas ce que tu protèges. Le droit international. Le droit international. 500 000 morts en Irak. Chacun votre tour, Georges. 500 000 morts en Irak, vous pensez que c'était parce que pétrole contre nourriture, vous pensez que c'était une décision justifiée? Parce que à un moment donné, les hésitations de la France contre Saddam Hussein poussent à la guerre.
fait naître Al-Qaïda. On baisse d'un ton parce que ça fait qu'un quart d'heure qu'on est là. Je sais qu'Espina Zarguis va faire baisser un peu la température. Toutes les lois internationales font qu'on ne doit pas. Il a dézingué de façon chirurgicale. C'est un ministre iranien. What's happening right now is an act of aggression. We are under attack. Let's look at the way there's been 7 days of each country attacking each other. Today, No, we are not attacking each other. We are defending ourselves. But you are also striking Israel. Today, you actually hit a hospital, a civilian hospital, as you were aiming for a military target. Is there a way to end this war? Look, Liz, try to not be biased when you are the mainstream media in Western, hemisphere are trying to cover it up, what they are doing, the atrocities, and this genocidal regime. They started a war on Iran. They attacked us. They attacked our hospitals. Numbers of Iranian civilians, hundreds of Iranian civilians have been up until now killed, and they threatened the head of a state. They killed our top commanders, and we were in the middle of a diplomacy. So why you are trying to use this sort of jargons that are on the contrary of what's happening right now? We are on self-defense under our... Pourquoi n'avez-vous jamais invité de franco-palestiniens pour témoigner des drames que vivent leurs familles? Je m'étonne de la différence de traitement entre ce qu'il se passe en Iran et en Israël et ce qu'il s'est passé à Gaza. Shoura Makaremi, anthropologue et réalisatrice. J'ai quand même l'impression qu'il y a une différence de traitement de la population iranienne et de l'expérience iranienne par rapport à ce qui s'est passé à Gaza et à l'expérience palestinienne. C'est-à-dire que je n'ai pas vu de plateau télévision où on invitait 10 franco-palestiniens venir parler de leurs parents, de la maison de leur oncle et voilà. Et donc, je pense que c'est important. Je veux dire, moi, je suis très impliquée personnellement dans la guerre en Ukraine, et je pense que l'accueil qui a été fait des réfugiés ukrainiens n'est pas un problème et ce deux poids deux mesures et trace plutôt des sillons pour mieux faire avec tous les autres réfugiés. Ça met le standard. C'est comme ça qu'il faut faire. Donc je pose pas les... Non, j'entends bien, mais c'est-à-dire que j'essaie de bien comprendre ce que vous dites là, c'est que vous réjouissez qu'il y ait ce type de plateau aujourd'hui. Je me réjouis absolument, et je me dis que ça pose des précédents. C'est comme ça qu'il faut traiter les choses. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'il faut considérer. Tout comme quand il y a un bombardement sur un hôpital israélien, c'est absolument terrible, mais tout à coup on comprend ce que ça veut dire comme dommage collatéral. Donc en fait, ça fait ressentir. Voilà. Au niveau du sensible, en fait, on est dans quelque chose d'un peu déplacé, et je pense qu'il faut surtout pas aller replacer le curseur. Des journalistes de Blast ont fait des révélations choquantes sur le criminel de guerre Netanyahou. Netanyahou qui a reçu une somme de 50 millions. Mais Netanyahou serait, d'après toi, suffisamment corrompu pour trahir son peuple et trahir Israël au profit des Qataris. Il faut comprendre ce qui s'est passé en Israël est beaucoup plus grave. Il y a une infiltration qatari. Voilà, donc une infiltration qatari en Israël avec un Netanyahou qui a reçu une somme de 50 millions, ce qui représente 650 litres en billets de $100, une demi-tonne. Pourquoi tu parles de litres? Parce que c'est le volume. Nous, on calcule tout de suite. Vous, c'est qui, les agents de renseignement? Ouais. Comment on fait pour transporter 650 litres sur une demi-tonne à tel endroit? Ah, c'est pas un virement, c'est du liquide qu'il a touché. Des Qataris. Ouais. C'est quoi le jeu des Qataris en Israël? Le jeu des Qataris en Israël, ça leur a permis de financer les 4500 missiles qui sont abattus sur Israël. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que... Attends, je comprends pas. Ils payent Netanyahou. En août 2021, il y a eu des combats très durs, et donc ça a coûté 1 milliard de défendre avec le dôme de fer pour aller taper dans tous les missiles qui leur tombaient dessus. Ces missiles-là n'auraient pas pu arriver jusque dans la bande de Gaza s'il n'y avait pas eu du cash qui était arrivé, et ce cash venait du Qatar. Ce cash venant du Qatar, il y a eu une réunion en 2018 avec le procureur général à Tel Aviv. Le procureur général réunit les services de renseignement et dit, voilà, moi je suis pas à l'aise. En 2018, il y a 200 millions de dollars qui arrivent déjà dans la bande de Gaza. C'est dangereux. Je considère qu'il faut arrêter ça. Et donc tous les services présents, Shin Bet, Mossad, etc., disent, oui, vous avez raison, c'est dangereux. Netanyahou tape du poing sur la table, il dit « Moi, je continue. C'est comme ça. » Et donc, on se demande... il y avait une... Mais Netanyahou serait, d'après toi, suffisamment corrompu pour trahir son peuple et trahir Israël au profit des Qataris. Il faut comprendre ce qui se passe. C'est pas la seule infiltration. Il se trouve que après que ces papiers soient publiés, il y a 4 cadres dirigeants du Mossad qui ont pris leur retraite.
ce qui n'est pas très courant. Les papiers de Blast. Ouais, qui a été publié. Ouais. Je sais qu'il y a eu des répercussions là-bas, il y a eu des répercussions, journalistes, etc. Bon, de toute façon, ça pas en France, mais en Israël. C'est marrant. Et moi, je confirme que moi-même, j'ai déposé ces documents à Tel Aviv auprès de gens qui sont capables d'en prendre connaissance de façon, je dirais, et il n'y a aucun doute sur le fait que Netanyahou est touché. Mais tu l'affirmes dans ton bouquin. Moi, je l'affirme. S'il n'est pas content, il me fait un procès. Nous, on est un petit peu prudent, mais. Et donc, et on comprend pourquoi il y a eu une attitude comme ça, et voilà. Il y a des preuves de ce. Enfin, nous, on a les preuves du virement, mais de la réception et de l'utilisation de ces fonds. Est-ce que ça l'a enrichi personnellement ? Est-ce que ça a servi ? L'enquête. Alors, il a droit à la présomption d'innocence. L'enquête doit se faire en Israël. Je pense qu'elle se fera. Elle peut se faire sous forme de commission militaire, et donc ça sera à huis clos. Mais je pense qu'elle se fera. Est-ce que ça sera étouffé ? Oui, peut-être. Voilà. Bon. Mais c'est pas la seule façon dont Israël a été infiltré. Récemment, il y a eu le ministre de la Défense Benny Gantz qui a été infiltré dans sa maison. Il y a quelqu'un un Israélien qui était chargé du nettoyage, qui est rentré chez lui et qui a piraté son ordinateur avec une clé USB. Il a donné le contenu de son ordinateur privé, donc, aux Iraniens. Cette personne est israélienne. Il avait un casier judiciaire long comme le bras. Et je parle de attaque à main armée, du lourd. Et donc, il n'aurait pas dû avoir ce qu'on appelle une security clearance, c'est-à-dire une autorisation de travailler chez un ministre de la Défense. Or, il l'a eu. Donc, il y a quelqu'un qui a corrompu suffisamment pour pouvoir faire rentrer cette personne chez Benny Gantz. Bon. Donc là, grosse alerte aussi. Le contenu de son ordinateur privé chez lui, il y avait des choses, des adresses de soldats, etc., mais il n'y avait rien de vraiment important. C'est le groupe Mosestaf iranien qui utilise des codes numériques israéliens qui a fait le coup. Ça leur a coûté peut-être 5 000 €. Enfin, c'était dérisoire. Bon. Peut-être plus pour monter l'opération, mais c'était dérisoire. Il y a une deuxième infiltration. Un agent iranien qui a réussi à recruter des Israéliens qui étaient en difficulté financière, et c'est là où on a une population pauvre qui devient problématique en Israël, et ces personnes ont accepté d'aider les Iraniens pour des peanuts, on parle de 2 000, 3 000 $. Voilà. Donc il y a une porosité maintenant qui n'existait pas avant et qui est due au fait qu'on arrive à 9,5 millions de personnes en Israël. Il y a en gros, on va dire une douzaine de familles ultra riches et une petite bourgeoisie, et le reste, c'est pauvre. Ça n'arrive pas à s'en sortir. Il y a un moment aussi où le shekel était très fort, et donc tous ceux qui recevaient de l'aide à l'étranger, ils avaient une baisse de revenus parce que voilà. Donc là, c'est un problème. Il y a un problème de fond qu'il faut régler pour les Israéliens, et ça va pas être simple. Et c'est aussi pour ça que Tsahal commence à s'entraîner sur l'intérieur, alors qu'ils s'entraînaient traditionnellement sur l'extérieur. Et là, ils commencent à réfléchir, à raisonner, à se dire bon voilà, est-ce qu'on peut avoir une attaque de l'intérieur plus dense? Mais qui viendrait quoi, d'Israéliens pauvres qui se rebelleraient contre d'infiltration, qui serait lié à des infiltrations, voilà. Parce que il y a ce problème-là. Avant, il était inconcevable du temps de Ben Gourion. On n'avait que des survivants. On avait les kibboutz, c'était l'esprit communautaire. Il était hors de question qu'il y ait des traîtres pour en plus des montants aussi faibles parmi la population israélienne. Et si revenons au Qatar, donc le Qatar, tu disais qu'Al-Thani est en train de retirer ses... Mon sentiment, c'est qu'il y a un retrait par rapport à ce que ça a été, et que c'est lié aux découvertes qui ont été faites dans différents pays de financement qui plaisent pas. La dernière fois, j'annonçais que le Qatar avait financé le Hezbollah, et il y a des gens qui se sont manifestés en disant c'est pas possible. Donc en fait, le département de la justice américain a fait un accord avec le Qatar. Ils ont reconnu que le Qatar avait financé le Hezbollah, ils ont donné les noms, ils ont fait en sorte que dire voilà, on est maintenant amis avec le Qatar, et ils arrêtent.
Voilà. Bon, en gros, je schématise, mais c'était ça. Donc tout ça, on avait mis une ligne, je crois, sur le site aussi pour signaler ça. Voilà. Mais ça existait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans une guerre, si Denis Robert est mon ennemi et qu'il a un ennemi, je vais aller voir son ennemi pour aller lui taper dessus, même si je m'entends pas avec. Je peux très bien faire une alliance sunnite-chiite si c'est pour aller contre un ennemi commun. Un exemple pour ça, le général Qassem Soleimani qui est décédé, une des raisons qui ont poussé les Américains et les Israéliens à appuyer sur le bouton parce qu'ils l'ont fait ensemble, c'était le fait que il y avait une alliance entre des logisticiens du Hezbollah et les Palestiniens, qu'ils avaient discuté entre eux et c'est avec de la technologie chiite que les sunnites de la bande de Gaza ont amélioré leurs missiles. Voilà, il y a eu ce partenariat. On le sait depuis pas tellement longtemps concrètement que ça s'est passé, à quel moment ça s'est passé, etc. Et donc, il y avait pas beaucoup de solutions pour lutter contre quelqu'un qui était brillant comme Qassem Soleimani. Le seul moyen, c'était de l'éliminer, quoi. Bon.